Merci Philippe. Bonjour à tous, donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler du potentiel de la télédétection pour suivre justement cette ressource forestière. Donc il y a plus de 35 ans, donc environ 40 ans, la télédétection était considérée comme une technologie émergente dans le domaine forestier. Donc plusieurs chercheurs de l'époque, notamment le professeur Gerd Hildebrandt, c'est un pionnier, en fait, chercheur pionnier en télédétection forestière dans l'université de Fribourg, se poser la question de est-ce que la télédétection est un simple gadget ou est-ce que c'est vraiment un outil qui va nous permettre de suivre nos milieux forestiers. Donc, à la même époque, il y avait quelques programmes satellitaires en fait, qui existaient, notamment le programme Far Landsat, donc une mission qui est américaine. Donc, je vous montre ici la première image Landsat acquise par le premier satellite d'observation de la Terre civile, donc bien sûr hors satellite météo. Donc, c'est une image qui est acquise dans les teintes rouges, en fait, donc c'est de l'infrarouge couleur. On voit la végétation en rouge, on voit l'urbain avec des teintes grises et blanches et l'eau en bleu. Donc on reconnaît ici l'agglomération de Dallas au centre de l'image, donc avec les teintes grises et blanches. Donc voilà, là c'est pour, valoriser Landsat 1. Et là, en fait, le détail spatial qu'on voit, il est à 80 mètres de résolution spatiale. Ça veut dire le plus petit objet qu'on puisse observer sur cette image, il a 80 mètres de taille. Et depuis, la situation a radicalement changé. Donc la télédétection est devenue comme un outil incontournable pour le suivi des milieux forestiers. Donc tout a commencé avec Landsat, comme je vous ai dit. Ça a commencé dans les années 80 avec l'arrivée des satellites multispectrales. On va voir après ce que c'est qu'un satellite multispectral, avec différentes résolutions spectrales. On a ensuite l'arrivée des données hyperspectrales, donc on va encore plus fin dans les niveaux de détail spectral. L'arrivée de l'information 3D, donc l'information avec les satellites LIDAR. Et encore mieux, en fait, quand on combine ces différentes sources d'informations, donc on voit que voilà, les technologies ont évolué au cours du temps. Et en fait, cette évolution des capteurs, donc technologiques, c'est accompagné évidemment avec une augmentation des travaux en télédétection forestière, donc une augmentation quasi exponentielle qu'on peut voir sur ce graphique en bas. Et en fait, donc voilà, surtout sur la dernière décennie. Donc là, le papier que je cite ici, il date de 2016, donc on ne voit pas ce qui s'est passé à partir de 2016, mais voilà, la tendance est la même jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous parle de télédétection, mais qu'est-ce que la télédétection? Alors, pour la définir simplement, en fait, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de capter de l'information à distance. Il n'y a pas de contact, on arrive à capter des informations à distance. Comment? Grâce à des capteurs. Et ces capteurs, ils sont embarqués au bord d'avions, au bord de drones, au bord de satellites. Donc je ne parle pas aujourd'hui des avantages et des inconvénients de chaque plateforme, donc j'ai mis quelques mots, mais je ne rentre pas dans le détail. Mais sachez que voilà, différentes plateformes peuvent acquérir de l'information à distance. Et en fait, donc voilà, c'est les images de télédétection qu'on récupère ensuite. Alors bon, c'est simple, des capteurs qui captent de l'information, mais comment cela fonctionne-t-il? Alors c'est une question d'interaction, interaction entre la lumière et les surfaces observées. Donc là, pour notre cas, on va dire notre surface observée, c'est la végétation, c'est les forêts. En fait, on a le soleil qui va émettre une énergie vers la surface de la Terre. Donc là, c'est dans le cas de la télédétection passive, donc des satellites ou des capteurs qui dépendent du soleil. Ou sinon, le satellite lui-même, il peut émettre aussi de l'énergie vers la surface de la Terre. Mais peu importe, on a une lumière qui arrive à la surface de la Terre. Les cibles en surface vont absorber une partie de cette lumière et ils vont diffuser, enfin ils vont réfléchir une autre partie de la lumière. Et en fait, c'est cette lumière qui est réfléchie, qu'on appelle réflectance, qui va être transmise vers le satellite, et c'est ça qui va nous permettre de différencier les objets en fonction de la réflectance. Parce qu'en fait, la réflectance va dépendre des caractéristiques de l'objet. Donc on parle de propriétés optiques d'objets en fait en surface. La végétation ne va pas absorber, ne va pas réfléchir l'énergie de la même façon qu'une maison ou qu'une route, etc. Donc c'est un comportement spectral qui va être caractéristique des différents objets. Donc là, je vous ai mis en fait le comportement spectral de la végétation. Donc là, ça me mène à définir les 3 domaines spectraux dans lesquels opèrent les systèmes de télédétection. On a le domaine du visible, c'est un rayonnement électromagnétique dans le visible, dans le proche infrarouge et dans le moyen infrarouge. Alors pourquoi je vous parle de ces domaines? Parce qu'en fait, la végétation va se comporter différemment en fonction du domaine spectral dans lequel opèrent les satellites. Donc là, je vous ai mis dans le domaine du visible. Donc ça va de la lumière bleue jusqu'à la lumière rouge. C'est les pigments foliaires qui gouvernent.
c'est les pigments foliaires qui dominent, donc notamment la chlorophylle, qui est un pigment foliaire en fait dans ce domaine. Donc là, on va voir un pic dans la bande du vert. Donc c'est le pic que vous voyez là dans la courbe. J'ai pas de pointeur, ça me perturbe aussi. Et donc, en fait, c'est le contenu en chlorophylle qui va s'exprimer le mieux. Et en fait, c'est un domaine intéressant. Il va nous permettre de différencier une végétation en bonne santé, qui a une très forte concentration en pigments chlorophylliens, d'une végétation qui est malade, où là, la concentration en chlorophylle sera beaucoup plus faible. Deuxième domaine spectral intéressant, c'est le proche infrarouge, donc qui est entre les deux. Et en fait, où là, c'est la structure cellulaire des feuilles qui va gouverner. Donc là, je ne rentre pas dans le détail de l'anatomie de la feuille, mais en fait, c'est le parenchyme lacuneux qui est intéressant, en fait, qui va gouverner, qui va être exprimé en fait, dans ce domaine spectral. Et c'est un domaine particulièrement intéressant pour séparer les peuplements de résineux et de feuillus. Donc on sait que les feuillus, ils ont un parenchyme lacuneux beaucoup plus développé. Ça se traduit par une réflectance, donc une quantité d'énergie réfléchie beaucoup plus élevée pour les feuillus. Et c'est là où on arrive à distinguer feuillus des résineux. Et enfin, le moyen infrarouge, bien, en fait, c'est un domaine qui est sensible au contenu en eau des feuilles. Donc, c'est là où on détecte les plantations irriguées dans les riguets, enfin, principalement en agriculture. C'est là où on détecte les plantes qui sont en stress hydrique, grâce à cette réflectance dans le domaine du moyen infrarouge. Voilà pour vous dire, en fait, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment on arrive à déchiffrer les images de télédétection. Donc, il y a ces propriétés intrinsèques de la lumière qui vont jouer sur le comportement spectral, mais il y a d'autres facteurs évidemment qui vont influencer. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais à l'échelle de la feuille, en fait, selon la structure de la feuille, selon l'épaisseur, on ne va pas avoir le même comportement spectral. Selon un arbre malade ou un arbre qui soit sain ou qui soit malade, on n'a pas le même comportement. Là, on a un petit exemple avec le pic qui est beaucoup plus prononcé pour un arbre qui est sain dans le vert et qui est beaucoup plus aplati, on va dire, pour une plante qui est en train de mourir en fait. Donc voilà pour vous dire, ce comportement est influencé également par des informations au niveau de la feuille, mais également du peuplement. Donc un peuplement mixte ne va pas avoir le même comportement spectral qu'un peuplement en fait, avec une seule essence, par exemple. Donc on n'a pas la même information. Un peuplement jeune, un peuplement mature, également, ça ne se traduit pas pareil en termes de comportement spectral. Donc à cela s'ajoutent d'autres facteurs, notamment la date d'acquisition. Si on a une image en hiver, on n'a pas forcément la même quantité d'énergie qu'une image en plein été, etc., avec l'information de la phénologie, etc., qui vont jouer. Donc, je poursuis. Donc aujourd'hui, le contexte actuel est exceptionnellement favorable et pertinent pour interroger et réinterroger les capacités de la télédétection à suivre les ressources forestières. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi je dis c'est vraiment la révolution, parce qu'en fait, on a aujourd'hui des capteurs qui capturent en fait la surface de la Terre à des résolutions spatiales fines, c'est-à-dire on a un niveau de détail qui est très fin. On arrive à voir du détail qu'on ne voyait pas avant. Des données gratuites. Donc là, je cite les missions Sentinelle-1 et Sentinelle-2 du programme européen Copernicus, qui permettent d'avoir un suivi de la surface de la Terre tous les 5 jours. Ça veut dire qu'on a une image sur le même endroit tous les 5 jours à 10 mètres de résolution spatiale. On a des données de plus en plus fines, donc spatialement, mais aussi spectralement. Donc ce domaine spectral que je vous ai montré tout à l'heure, on a des bandes spectrales qui vont traduire ces domaines. Donc Sentinelle-2, typiquement, on a 10 bandes spectrales. Donc c'est vraiment très riche, ça permet d'affiner encore plus la détection. Je cite également la mission phare, la mission JEDI de LIDAR, qui fournit une information 3D. Donc l'information 3D elle est essentielle pour avoir la structure verticale, la hauteur de la canopée, qui sont indispensables. Donc il y a également ces couvertures beaucoup plus globales. Donc on a maintenant fait des acquisitions sur tout le globe, qui est riche pour avoir des cartes à des échelles plus variées, en fait, échelle nationale, échelle continentale. Il y a des plateformes aujourd'hui qui pré-traite, qui diffuse ces données, et c'est hyper riche, ça facilite l'accès à ces données. Donc je cite là la plateforme TEIA, qui est une plateforme de diffusion de pré-traitement de données satellitaires. Il y a d'ailleurs les CES, les centres d'expertise scientifique, dans lesquels il y a des rencontres entre chercheurs et professionnels, pour partir des besoins des professionnels et essayer de répondre à ces questions avec des données de télédétection. Et enfin, le contexte actuel aussi de l'IA, des algorithmes d'apprentissage automatique, d'apprentissage machine qui sont de plus en plus accessibles, de plus en plus utilisés, qui nous permettent de traiter des gros volumes de données et donc d'arriver à produire des produits cartographiques et ne pas rester en fait dans les tiroirs des labos de recherche, mais aller vraiment vers l'opérationnel. Attention au timing, on est aux 2 tiers. Pardon ? On est aux 2 tiers, attention au timing. Super, parfait. Donc des produits qu'on arrive à produire aujourd'hui avec données télédétection
Et grâce à cette puissance en fait, des algorithmes d'apprentissage automatique, un produit phare, c'est le Global Forest Canopy Height, qui a 30 mètres de résolution spatiale. Donc on a une carte de la hauteur de canopée à 30 mètres de résolution spatiale. Donc à partir de données Landsat et de données JEDI. Le deuxième produit à votre droite, c'est le JEDI L4B, qui est un produit également de biomasse. Donc on a la densité de la biomasse à 1 km de résolution spatiale. Voilà, pareil, à l'échelle du globe. Et à une échelle un peu plus fine, en fait, à l'échelle nationale, on a le produit Forms. Alors, donc, je trouve intéressant de le citer parce que c'est un produit très précis, très résolu, fait par des Français, et donc qui rapporte en fait la hauteur de la canopée, le volume, la biomasse. Et il est très intéressant parce qu'en fait, le produit est téléchargeable gratuitement à 30 mètres de résolution spatiale et il a vocation à être maintenu. Donc, normalement, on va avoir une carte tous les ans de la hauteur, du volume et de la biomasse. Donc, on a tout avec ce produit. Donc, toutes ces données, encore plus résolues, encore plus fines, en fait, trouvent des usages très variés. Donc là, je cite quelques cas d'application en cartographie des essences forestières qui sont notamment faits dans le cadre de notre labo, surveillance de la santé des forêts, estimation de biomasse. Donc voilà, il y a plein de cas d'applications qui peuvent en découler. Je zoome quand même sur quelques applications phares, donc notamment une thèse CIFRE, c'était ma thèse CIFRE que j'ai réalisée avec le Conseil national du peuplier et l'UMR d'INAFOR, donc le laboratoire d'INAFOR, dans laquelle j'ai développé une approche opérationnelle pour arriver à cartographier une seule essence cette fois-ci, qui était le peuplier. Donc le CNP était confronté à la question, est-ce qu'il y a aujourd'hui suffisamment de peupliers, est-ce qu'on va pouvoir implémenter des usines de transformation de bois? La question, c'était de trouver une méthode simple, basée sur des images satellites, et arriver à produire ces cartes de peupliers. Donc j'ai développé un indice spectral. En fait, c'est une combinaison de bandes spectrales du moyen infrarouge. Donc, pour rappel, le moyen infrarouge il est sensible au contenu en eau des feuilles. Donc j'ai arrivé à produire un indice que j'ai testé sur différents sites en France, que j'ai sur différentes années. Et ensuite, j'ai déployé en fait, à l'échelle nationale pour arriver à produire la première carte nationale des peupliers. Donc une carte produite en 2018, mais qui a vocation également à être maintenue. Donc là, on a des productions jusqu'en 2022. Donc pour plus d'infos, je vous mets la publication qui résume en fait ce travail. Donc là, un petit zoom sur les résultats qu'on peut avoir. Donc les cartes qu'on produit sont fournies avec des indices de confiance. Donc là, on voit que les plantations matures de peupliers, on arrive à très bien les détecter avec des indices plutôt élevés. Donc on est autour de 90% à l'exception des bords. Par contre, la situation est un peu différente pour les jeunes plantations, où là, l'effet sol est beaucoup plus prononcé parce qu'on n'a pas une canopée assez développée. Où là, soit on n'arrive pas à les détecter, soit on les détecte avec un seuil de confiance qui est beaucoup plus faible. Voilà, donc là, je vous ai dit, en fait, les cartes sont produites jusqu'en 2022 et vont être diffusées d'ici la fin de l'année par TEIA. Un autre exemple, je passe rapidement, c'est un projet GREN ADEME, en fait, qui a été financé par l'ADEME, dans lequel il y a des labos de recherche, des boîtes privées, il y a le CNPF également, dans lequel le but c'était de détecter les coupes rases à partir de séries temporelles. Donc quand je dis séries temporelles, c'est vraiment des images temporellement fines, en fait résolues, donc on a une image tous les 5 jours. Et là, on a produit la carte des coupes rases à partir de 2020. Donc vous voyez à votre gauche la densité de coupes entre 2020 et 2023. On a ventilé également ces surfaces de coupe par région, par plante par type de peuplement et aussi par essence quand l'information était disponible. Voilà pareil, un exemple de rendu cartographique où vous pouvez sélectionner l'année et voir les plantations qui ont été coupées, les forêts qui ont été coupées lors de l'année. Donc pareil, pour plus d'infos, je vous mets la publication et le lien vers le produit. Un dernier produit dont je vous parle aujourd'hui, c'est l'estimation de la hauteur et de la biomasse à partir d'une fusion de données satellitaires. Donc on a des données optiques, des données radar, l'information 3D des données LIDAR, et ce travail qui a été fait par les collègues du CESBio. Donc c'est un travail, là c'est un petit résumé, qui a permis de produire cette carte de la hauteur de canopée à 10 mètres de résolution spatiale. Donc produit validé, testé sur d'autres produits qui sont similaires, notamment pour la canopée. Donc on est à une erreur autour de 20% par rapport à des produits de référence. Et pour l'estimation de biomasse, on est à un taux d'erreur de 75 tonnes par hectare. Donc, avant de conclure, je vous cite d'autres travaux qu'on fait au sein de DINAFOR, au sein de notre labo. Donc, on travaille également sur la détection d'arbres hors forêt. Donc, j'ai entendu parler aujourd'hui pas mal des haies. Donc, on travaille également sur l'extraction des haies et de caractériser en fait les différents traits des haies. Donc, on est impliqué également dans le pacte en faveur de la haie pour construire un nouveau référentiel cartographique pour la haie. Et on travaille également en télédétection historique, ça veut dire on travaille sur des images historiques où on essaie de détecter les arbres dans les forêts et hors forêt en fait. Voilà.
En guise de conclusion, donc, on est dans un contexte hyper favorable, hyper pertinent pour exploiter les données de télédétection à 2D, à 3D. Donc on a des résolutions spatiales, spectrales et temporelles de plus en plus fines qui nous permettent en fait, d'arriver à avoir un suivi quasi en temps réel. Et en fait, tout ça, en fait, ça soulève des défis méthodologiques et techniques, notamment le défi de valider ces produits cartographiques sur le terrain, chose qui n'est pas facile parce qu'en fait, on n'a pas forcément des données de référence qui sont fiables, qui nous permettent de valider nos produits. Donc on essaie pour cela de collaborer avec des professionnels et des forestiers pour y arriver. Donc on est face à un traitement de gros volumes de données, donc ça soulève des problèmes de stockage, de capacité de calcul. Donc il y a des solutions qui émergent aujourd'hui, enfin, au niveau national, on arrive à s'en sortir en fait avec ça. Et en fait, on tend vers des approches multimodales. Il y a plein de satellites, il y a plein de représentations possibles du paysage, forestier ou agricole, en 2D, en 3D. Et donc la mise en place de ces approches multimodales, elles sont un peu complexes à mettre en place. Et donc on essaye de trouver des techniques d'intelligence artificielle notamment pour exploiter pleinement le potentiel de ces données. Voilà, je vous remercie de votre attention.